Mais enfin voilà, c'est possible de le faire, éviter le lambeau libre. Tout ce que je peux remarquer dans ce que j'ai vu présenter, etc., c'est que moi je pense que j'ai eu la chance de démarrer tard les flaps, donc j'en avais discuté avec Natalia, mais depuis des années, parce que c'était des discussions où on se prenait la tête là-dessus. Je n'étais pas du tout persuadé. Et en fait, en discutant, je me suis aperçu qu'il y avait peut-être des choses qu'il fallait changer par rapport à la technique. Quand, avec Alexis, on a eu pas mal de discussions là-dessus. Je pense que quand on fait que le rabat temporal, il y a un risque que les cornes en fait, de l'attache de la charnière vous donnent en fait la possibilité qu'ils se rebasculent. Je pense qu'il y avait ça. Il y a aussi l'histoire de peler large pour justement éviter les contractions de l'autre côté. Mais en gros, je suis quasiment persuadé que c'est ça qui fait que vous pouvez avoir des risques. Et encore une fois, là-dessus, le fait d'avoir démarré tard m'a peut-être éliminé des choses qui auraient pu me convaincre de ne plus le faire. Donc voilà, la discussion, flap ou pas flap. Donc quand on parlait tout à l'heure des positions, en fait, nous, on pense qu'on s'en fiche de la localisation. On garde la liberté selon la chirurgie. On conseille que ce soit large. La position de la charnière du flap semble avoir de l'importance. Alors, nous, on a tendance à le faire très près du bord. On a eu des discussions avec Natalia et on est d'accord, en fait, on le fait tous avec le bord de la charnière qui se trouve ici. On ne les fait pas avec, comme ce qu'avait pu montrer Pierre, plus loin. Ce qui suppose de faire attention à ce que ça ne se détache pas, mais avec l'habitude, il n'y a pas de problème. Et après, la position détermine l'aire de couverture du trou maculaire. Franchement, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Nous, on conseille qu'un trop grand flap, on s'en fiche, c'est toujours préférable à un trop petit. Et il ne faut pas avoir d'hyperpression en post-opératoire immédiat pour éviter l'effet bouchon. Et privilégier l'air, on pense que c'est ça. Très sincèrement, il y a plein de trucs qui restent à explorer. On n'en sait rien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est en train de réfléchir à voir est-ce qu'on va décaler les choses, est-ce qu'on va changer. Mais comme ça nous convient comme ça, on continue à le faire et avec l'impression que ça vaut le coup. Voilà. Plein de questions. Mais c'est pas mal quand même sur un trou maculaire, sur une pathologie où on pensait tous savoir tout, on opère, il n'y a pas de problème. C'est un débat qui est sur la table, c'est rigolo quand même. À vos questions. Juste une petite mise au point. Dans le trou maculaire, tout marche pour que le trou se referme. Hein? Une injection de bulle, ça marche. Je me souviens, Mireille Bonnet, en 90, faisait des injections d'air après vitrectomie sans toucher à la rétine. À l'époque, on ne touchait pas à la rétine. Et elle présentait des statistiques de l'ordre de 40% de fermeture de trou, juste par une bulle d'air. Hein. Moi, à l'époque, en 91, à un congrès qu'avait fait Mireille à Lyon, je pelais la limitante interne, puisque c'est ce que je faisais pour toutes les maculas à l'époque, en 90, il y a 30 ans, et j'avais plus de 50% de fermeture de trou sans injection de gaz. Donc à l'inverse. Bon, en fait, qu'est-ce qui marche? Je crois que nos universitaires parisiens ont eu un gros effet très péjoratif sur la compréhension de la chirurgie du trou en France. Et tu dis qu'en France, on a une attitude un peu différente des autres. C'est peut-être un petit peu à cause de ça. Ils ont pensé que fallait-il enlever la limitante interne pour guérir ou non, pour avoir une fermeture du trou. Ça, c'est une question complètement idiote. Mais Didier, les choses sont différentes. Pourquoi est-ce qu'on enlève? Non pas la limitante interne, parce que là, mettre un flap de limitante interne sur le trou ne servirait à rien. Puisque la limitante interne, c'est un tissu de 1 micron qui est poreux à travers lequel l'eau passe autant comme autant. Donc ce qu'on fait, c'est un flap de prolifération astrocytaire. Ce que tu fais, c'est un flap de prolifération astrocytaire. Arrêtez de dire un flap de limitante interne parce que ça change tout le discours. Donc, l'ablation de la limitante interne, enfin la prolifération astrocytaire, n'a pas le but de fermer le trou, ça a le but d'entraîner une réparation. Une gliose mullérienne
une réparation qui va permettre enfin, tous les systèmes de réparation liés à la GFAP. Ça, c'est une chose. Et d'autre chose, il y a la fermeture du trou, enfin, le tamponnement de mettre un tissu ou une bulle d'air, c'est-à-dire un plan de prolifération pour guider la prolifération astrocytaire. Ce que fait une bulle d'air, ce que fait le flap de gliose astrocytaire, c'est simplement un plan qui permet à la prolifération astrocytaire de progresser et de se rejoindre. Et c'est pour ça que ça ferme le trou. Et toi, ce que tu fais en mettant la prolifération astrocytaire dans le trou, ben tu raccourcis un petit peu le temps. C'est exactement la même chose que ce que fait une bulle de gaz, c'est exactement pareil. Par contre, je te félicite de ta présentation qui était formidable. Ce que tu as bien mis en exergue, c'est que de faire une moitié de pelage de limitante interne, ben tu entraînes une moitié de réaction réparatrice de gliose mullérienne. Et tu as bien montré qu'en reprenant et en faisant surtout le tour, la gliose qui est entraînée est plus importante et permet une meilleure guérison. Et c'était super de montrer ça. C'est vraiment formidable. Donc il faut bien différencier les deux choses. Ça veut dire que si on met un gaz long, c'est la même chose qu'un flap. Oui. Pour vous. Oui. Donc c'est pas peine de mettre un flap, il faut mettre un gaz long. À partir du moment où le type va faire la position. Maintenant, on rentre toute la discussion. Oui, mais ça n'existe pas. Le gaz long sans position. Non, parce que le C3SFI, vous allez en mettre beaucoup moins. Vous allez en mettre que 16%. Et il va. Ça sera clair. C'est quand même une bulle de gaz. Toutes les simulations en gaz montrent qu'il n'y a pas. Il faudrait quelque chose qui remplisse l'œil et qui disparaisse d'un coup. Non, vous allez emmerder le malade pendant un mois. C'est ça. Donc toute la discussion, elle est de savoir à partir de quel moment ça vaut le coup de faire un flap en sachant que ça s'associe à un échange complet, à tout un tas de trucs, alors qu'un trou maculaire sans flap, c'est 10 minutes, il n'y a pas de cataracte après, enfin, on ne parle pas du tout du même genre de chirurgie, et à partir de quel moment, il faut aller un petit peu plus loin. Moi, je pense que dans ta présentation, ce qui est pour moi absurde, c'est de faire un flap dans un stade 2. Le stade 2, c'est 100% de guérison. Ouais. Personne n'a d'échec dans le stade 2. Ah non, ça n'est pas vrai. Je suis désolé. Enfin, tu interroges. Non, mais tu es le premier à dire entre mes mains. Moi, entre mes mains, il n'y a pas d'échec de stade 2. Didier, c'est pas possible. Et ta présentation, tu montres le dernier cas. Le dernier cas, ton deuxième échec. Tu sais que normalement, il aurait dû guérir. Bon. Didier, le reste, et Natalia à 4% d'échec. Moi, ça me semble énorme. Avoir 4% d'échec, c'était... Non, mais on n'a pas détaillé. C'était sur un cas très particulier et là-dessus. Non, mais très sincèrement, je suis désolé. Non, tu interrogeras chez tout le monde. Sur des petits trous maculaires, il arrive que le trou ne se ferme pas. Moi, je ne suis pas persuadé. Tu connais l'histoire avec Guy qui reprenait les décollements de rétine. Il voyait les gens à la table qui disaient, en congrès qui disaient « moi, j'ai jamais d'échec ». Et il disait « des gens comme vous, j'opère leurs complications tout le temps ». Eh bien, moi, je suis persuadé... Ça, c'est une délicatesse extrême. Mais il avait raison, parce que en fait, là-dessus, je suis désolé, des cas chiants, des cas imprévus, on en a tous eu, et on en aura tous, et quand on a, nous semble-t-il, une technique qui vous assure de ne pas avoir ce genre de truc, il faut au moins la considérer. Non, mais ne pas la reboter. Alexandre l'a bien dit, dans les stades 2, il n'y a pas d'échec. Non, si. Tu prends toutes tes séries, tu auras toujours des échecs. Quand j'ai fait une grosse étude sur les trous maculaires avec Nancy et Dijon, il y a longtemps, c'est bien moins gros que le VRS. Mais en revanche, le problème, c'est que moi, je suis allé voir un statisticien avant l'étude. Je lui dis, voilà ce que je veux montrer. Il me dit, donc, ce que tu veux montrer, ça s'appelle une non-infériorité. Il me dit, pourquoi? Il me dit, parce que si tu fais presque rien,
tu vas guérir le patient à 50%. Et tu veux montrer que tu vas faire la même technique en positionnant ou en ne positionnant pas le malade. Donc il me dit, tu veux jouer sur 95 à 97%. Et bien sûr, Il n'arrivera jamais à prouver ça. Il y a plein de biais. J'ai fait moi le calcul, il m'a dit, il te faut 1790. Non mais je suis d'accord avec ça, mais j'en ai 100 dans l'étude, je monte à 150, après je fais ma thèse, sinon je Mais- fais ma thèse en mais Alexandre, quel que soit l'opérateur, s'il utilise les flaps, son taux augmente. C'est sûr. Non, mais- Je veux dire, c'est parce que ça existe depuis 2009. Non, c'est pas la question, c'est que du coup, en trou maculaire, on a réfléchi avec Jean-Paul, et il m'a dit, ce qu'il faut dans un trou maculaire maintenant, c'est les échecs, on va les gérer, les flaps. Pourquoi poser des indications, ça me semble très intéressant. Mais il faut qu'ils aient une bonne acuité visuelle après. Mais si on en a. Mais je sais bien. Parce que justement, on a parlé Mais, des histoires de mauvais Je résultats. reviens sur mon délai, Avec, ça me semble le plus important sécurité. d'opérer un trou maculaire, flap ou pas flap, vite. Oui, mais Non mais, je reviens sur un petit truc du trou maculaire qui me tient à cœur, parce que c'est le seul truc que j'ai pu retirer de cette étude. C'est que les gens, quand on les opère vite, ils vont mieux. oui, mais si tu peux pas les opérer vite, ou même si tu les opères vite et que tu as un échec, c'est emmerdant. Et moins de 400 microns faire un flap, Bah oui. je rejoins Didier étonnamment, ça me semble bizarre. Mais après, chacun ses opinions. Mais je vous dis d'un Mais je point ne de parle vue pas de logique, juste, Fred. Loin de moi l'idée de parler d'opinion. Je te dis que ça va être très dur à prouver. mais on n'arrivera pas à le prouver en chirurgie. Et moi, j'ai fermé des trous de 800 microns, j'étais très content sur mon OCT, mais le mec... Mais on revient au débat d'hier. En chirurgie, vous ne prouverez jamais rien. C'est une certitude. Mais non, mais comment tu peux être aussi Fred. C'est hyper dur. anti-scientifique? Non, c'est pas Tu peux anti-scientifique, pas. c'est On a hyper parlé dur en des chirurgie. biais, on a parlé des biais hier. Le premier biais dans les méta-analyses de qui fait des flaps et qui fait pas de flaps, c'est que les gens qui font des flaps ne sont pas les mêmes que ceux qui n'en font pas. Oui, Et mais que la qualité chirurgicale d'un gars qui va faire un flap n'est peut-être pas la même que celui qui n'en fait pas. Donc on ne peut pas comparer. Oui, Donc, mais à tu ce peux moment-là, pas dire Didier- ça permet d'avoir 100%. Ah bah, non. Didier, je rebondis sur ton truc. Si on prend cet aspect-là de discussion, on peut à ce moment-là revenir sur l'histoire de la gestion des décollements de rétine et te dire c'est pas les mêmes opérateurs avec les pompes Venturi et les pompes. On en sort plus. C'est derrière. Voilà, donc tu vois bien qu'il y a plein de biais d'interprétation. Encore une fois, nous, on ne cherche pas à vous obliger à faire des flaps, on vous dit simplement essayez, vous verrez bien. On est dans une discussion, tu sais, je faisais du segment antérieur chez Delage, ça m'amuse parce que j'ai l'impression de revenir 30 ans en arrière. En fait, c'est pas flap ou pas flap, tu vois, la chirurgie n'est pas binaire comme ça. Donc, moi, quand Jerzy a sorti sa technique, j'ai commencé à faire des flaps, et je pense qu'il faut apprendre à les faire pour pouvoir les réserver, ou à l'instinct de chirurgien, puisque je te rappelle qu'on est des scientifiques, mais qu'on est des empiriques, hein, puisque ma femme est chercheuse, je sais la différence entre les sciences fondamentales, et d'ailleurs, Yvette est là aussi. C'est-à-dire, nous, on n'est pas des scientifiques, d'accord? Donc, allons, tu vas sentir à l'instinct si tu as besoin dans tel ou tel cas, voilà. Donc, moi, je fais des flaps dans les reprises, je fais des flaps dans les échecs, je fais des flaps sur les trous maculaires de grande taille, mais je ne fais pas des flaps sur tout le monde. Voilà. Évidemment, il faut voir à chaque fois. Et si ça te faut bien, c'est très bien. C'était une phrase de Jacques Charleux, à chaque fois que tu prends une option thérapeutique, tu inclus une pathologie iatrogène associée. C'est une très belle phrase. Quand tu parles de positionnement, et je te voilà un peu le truc, si tu fais un remplissage à 100% avec de l'air avec ta pompe à air, et que tu ne positionnes pas le malade, ton air, ça compte le cristallin, tu as 100% de cataracte par dessiccation derrière. D'accord ? Si tu fais une position bulle avec un remplissage à 85% avec une technique à l'aiguille et que tu positionnes ton malade, tu n'as pas de contact avec le cristallin, tu n'as pratiquement pas de cataracte. Donc si tu veux, à un moment, tu dois regarder les techniques avec l'œil d'un homme d'orchestre qui a toutes les techniques à sa disposition, et c'est probablement que les choses sont biaisées aujourd'hui avec les rétinologues médicaux qui piquent comme des sourds parce qu'en fait c'est leur seule arme. À un moment, quand tu es chirurgien, tu as plein d'armes et tu regardes laquelle tu utilises en fonction Ah mais tout à fait. du cas. Ouais. C'est pour ça que ça reste une expérience personnelle et nous, c'est notre expérience, mais bon, avec un recul qui correspond au portugais et surtout des nuances par rapport à essayer de vous éviter d'avoir de mauvaises surprises en utilisant le flap, c'est un petit peu ça. C'est pour ça que nous, nos réflexions, c'est pour savoir la localisation, pour essayer d'éviter qu'il y ait le comblement bouchon. Moi, je ne crois pas qu'on puisse. On ne pourra pas jamais démontrer si le flap est supérieur à un pelage simple. Il faut arrêter, comme tu disais, on n'est pas des scientifiques. L'avantage du flap, par contre, le débat, c'est position, pas position. Ouais, nous on fait La position est uniquement pour maintenir le flap les premiers jours. Voilà. Avec de l'air alors. Ah oui, de l'air ou du gaz, mais quand tu fais un échange complet, ou plus complet que juste une petite bulle de 50%, Oui, qui est à 100%.
Ouais, ou pas à 100%, à 80%, ça suffit. Mais ouais, C'est pas le- après, nous, on est en technique 3 voies, donc on n'est pas en 2 voies. On fait donc avec Natalia, et je pense que la plupart des gens qui font le flap peut-être sont dans ce truc-là. Et donc, du coup, on a probablement une bulle qui est plus grande. Enfin, en tout cas, et il y a aussi un truc, c'est pour l'échange avec Natalia, quand on fait l'échange avec le flap, c'est pour ça qu'on ne met pas de visqueux, on a un échange fluidaire actif au vitre auto, mais à la fin, passif avec la backflush qu'on décale un peu par rapport à la tête du nerf optique, de manière à ne pas avoir de mobilisation du flap. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas les discussions sur la mobilisation du flap, parce que nous, on n'a jamais ça, on n'a pas observé le flap qui bougeait, quoi. Excuse-moi, Et après aussi, en laser, tu draines avec ta backflush en papillaire, en nasal de la papille, c'est ça? Oui. et sur le positionnement. Donc ça prend un peu plus de temps, mais bon, voilà. Je pense que la question, c'est comme le dit Loïc, c'est vraiment en fonction du patient. Moi, j'ai un patient il n'y a pas longtemps, il m'a dit, j'avais fait une technique classique, et à une semaine post-op, il m'a dit non, mais en fait, ça me faisait chier de faire la position. Ou alors, Oui, un patient qui a une cervicalgie, donc tu sais très bien que très âgé, il va pas tenir la position, c'est un réel intérêt là. C'est pour ça qu'on utilise l'air maintenant. Enfin, je pense que là ça suffit pour ça. Mais le débat il est ouvert. Pourquoi tu penses qu'un gaz fluoré à dilution isovolémique va être plus hypertonisant que de l'air? Non, c'est parce qu'en fait, tu peux, pour des raisons X, tu peux avoir des risques d'hyperpression. C'est pas tellement par rapport à ça, c'est qu'on veut éviter tout ce qui est inutile presque. Et dans ce sens-là, on a choisi l'air parce qu'on s'est dit que ça suffisait. Moi, j'avais une question juste pour le cas où tu as repris un échec d'un patient qui avait un trou maculaire qui avait été pelé complètement et tu dis qu'il ne faut pas qu'il y ait de volet libre. Alors, j'ai pas compris comment tu faisais pour faire un pont depuis ta zone des arcs vasculaires. Non, là c'était vraiment un cas très particulier, mais on a réussi à le faire. C'est pas un lambeau libre. La tâche était très petite, mais elle existait. Et on a réussi à faire une couverture en rabattant la petite lamelle. Alors le schéma n'était pas exact, c'est parce que j'arrivais pas à faire autre chose qu'un ovale. Mais donc on a réussi à le rebasculer. Mais là encore une fois, Pascal, c'est vraiment un cas très exceptionnel. Là-dessus, ça n'a pas valeur d'autre chose que de vous montrer qu'on peut éventuellement réussir à le faire. Et le lambeau libre, tu ne préconises pas à cause de l'effet bouchon? Ouais. Moi là franchement, s'il y a des échecs de trous maculaires, je préconiserais le massage, mais pas, enfin à mon avis, boucher le trou avec quoi que ce soit, vous aurez peut-être un trou bouché, mais une atrophie. Donc, Et Fred, moi j'ai cette impression aussi, c'est que quand je regarde un trou maculaire à l'OCT, on a des OCT superbes maintenant, sans parler de traiter qu'un OCT. Si tu as des photorécepteurs assez longs pour que quand ça passe le fond de vie, il soit tout le long, tu as une bonne récupération visuelle. Quand ils vont pas se rejoindre, ça va se combler et tu as une mauvaise acuité visuelle. Ça semble assez normal. On a la même chose avec les décollements anciens, etc. Et donc, fermer un trou. Moi, j'ai fermé un trou maculaire de 850 microns avec un flap. J'étais content, c'était le premier flap. J'ai un OCT, c'est fermé. Le mec, il m'a dit, c'est bien, c'est fermé. Vous êtes content? Tant mieux, monsieur. Mais moi, je m'en vais parce que je vois pareil qu'avant. Ouais, mais là, tu l'as revu? Tu l'as revu? Bah oui, je le vois tout. mais c'est quand même intéressant que le trou soit fermé à la fin, Alex, parce que tu peux Non, mais avoir des on est bien d'accord. C'est pour ça que j'aimerais qu'on pose la question de l'indication, parce que faire un flap quand une chirurgie marche à 95%, changer de technique, ça me semble presque plus risqué. C'est pas confortable. Mais c'est pour ça que moi j'ai bourgeoisement installé dans ma chambre. Mais Alexandre, tu as raison, et c'est la démarche que j'ai faite. Parce que moi j'ai démarré qu'en début 2018, justement. Parce que je me disais, ça sert à rien. Puis bon, Natalia, on me dit, si, patati, on discutait. Je me suis dit, quand même, je ne veux pas mourir idiot. Donc, moi, si j'ai un échec sur un trou maculaire de moins de 400 microns avec un flap, il faudra me persuader que c'est pas à cause de ma technique. Ouais, mais je te dis, là. T'as jamais eu d'échec de trou maculaire inférieur à 400 microns Pierrot, je vais t'en sortir un. J'ai eu plus de décollements que tout le monde en brème. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir qui va avoir un échec. Donc, et le positionnement, moi qui ai
bien bosser là-dessus. C'est aussi une autre question qui m'embête, c'est que les gens qui me disent oui, mais j'avais golf demain, on dit mais si vous étiez cassé le fémur, eh ben, personne ne se pose la question, est-ce que je vais au golf, est-ce que je vais allonger ou avec ma traction? Je dis, vous avez une pathologie rétinienne, il faut tenir votre position. Il faut leur mettre dans la tête que c'est plus important que leur partie de golf, ou, enfin, je parle pour Biarritz, parce que synthé c'est autre chose, c'est l'apéro, la pétanque. Mais une fois qu'ils savent qu'une semaine dans leur vie c'est plus important que tout le reste, les gens le font. Il faut juste leur dire, c'est plus important. On gagne 2%, non prouvé, parce qu'il fallait 1500 cas, j'en avais 150. Non prouvé, c'est pas prouvé, mais ça serait moi je le ferais. Mais en tout cas, sur cette session, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on arrive presque à s'engueuler et à discuter de manière animée sur le trou maculaire. Oui, vous n'aviez pas vu ça depuis des années. Mais ça, c'est un objectif rempli. C'est plus de la SR. On va passer peut-être... Alors, moi j'ai une question sur le cas de Pierre à Lunettes. Parce que c'est pas un trou maculaire. Enfin, moi c'est un trou, j'appelle ça un trou lamellaire, il n'est pas de pleine épaisseur. Alors, moi j'appelle même pas ça un trou lamellaire. Alors t'appelles ça comment? Une membrane épérétinienne. Ouais, mais moi j'ai un truc comme ça. Sans œdème maculaire, moi j'ai un truc si on me permet l'expression. Moi j'ai un truc, donc je sais pas comment tu l'appelles, moi j'appelle ça trou lamellaire, mais j'ai un truc comme ça. Une dame qui avait une baisse d'acuité visuelle lente, et puis au bout d'un moment tu la surveilles, tu la surveilles, tu dis bon bah on va l'opérer. Il l'opère, et je vous l'ai montré en plus en cas clinique Zoom, tous. Et elle a fait un trou maculaire complet. Ben, c'était le cas. Et j'ai dû la repérer 2 fois. Même pas, je ne peux pas dire que c'était un petit trou de 200 microns, c'était pas un trou. Mais Pierre et moi, les cas qu'on a présentés, l'autre œil avait fait un trou maculaire. C'est pour ça aussi que c'est à cause de ça qu'il avait décidé, et c'est en voyant son truc, je me suis dit, ah tiens, il avait raison. Donc là, sinon, j'aurais pas fait. Moi, je vais dire ma conclusion, mon écho message que je vais avoir, moi, je pense que je ne ferai pas le 100%, je ne ferai pas les flaps sur tout le monde. Pour l'instant, en tout cas, tu vas pas. Pour le moment, hein, Pierre. Tu n'as pas trituré les Pas encore. Mais je me posais la question éventuellement de est-ce que je reviendrai sur ces types de trous, je vais faire des flaps. Pierre-Olivier, on a tous été d'accord sur le fait que auto-recruter un trou maculaire en le créance, c'était bien joué. Non, mais on n'a jamais osé.